La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir pour ce nouveau podcast d'OVNI dans un studio de rêve. Je pense qu'il y a 15 ans, quand je suis venu pour la première fois ici à San Francisco, je n'imaginais pas avoir l'occasion d'y revenir pour enregistrer avec toi, Romain. On se faisait la réflexion que moi j'entends parler de toi depuis une dizaine d'années, de par beaucoup de gens de mon entourage. Surtout depuis samedi, tu m'as dit. Voilà, ouais. Julien Coulon, Mathias Lebouvier et Adeline Lemaire de BPI, mais on va y venir. Et donc, je suis ravi et je te remercie d'avoir pris quelques minutes ce vendredi après-midi pour nous raconter ton expérience dans la Silicon Valley. Je suis pas très original. J'ai un associé, Mathieu Stéphanie, qui pose toujours la même question à ses invités dans son podcast Génération Do It Yourself, où il leur dit « Est-ce que tu peux te présenter ?» Et donc, Romain Sermon, c'est comme ça que ça se prononce. Absolument. Est-ce que tu veux bien, pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent sur YouTube, te présenter et nous dire qui tu es ? Rapidement, merci. Merci de m'avoir invité d'abord. Je suis à San Francisco depuis plus de 15 ans. J'ai une carrière un peu étrange, puisque j'ai un premier début de carrière d'une quinzaine d'années comme diplomate français, qui m'a emmené notamment à New York et à San Francisco, où j'étais consul de France. Donc je suis arrivé comme consul de France en 2010 jusqu'en 2014. C'était une époque où il n'y avait pas vraiment de tech en France, puisque je pense que tout le monde peut situer le début de la tech, vraiment le pivot, vers 2014. Et donc je suis arrivé à une époque où la tech en France n'existait pas comme elle existe aujourd'hui, et une époque où on était au début du dernier cycle tech, celui du mobile, puis du cloud. Donc c'est une période excitante à San Francisco. Et puis j'ai quitté la diplomatie en 2014 pour rejoindre BPI France, où j'ai ouvert donc le bureau États-Unis de BPI France, ici à San Francisco, que je dirige toujours. 11 ans plus tard. Ça veut dire quoi, ouvrir un bureau ? C'est vrai qu'on a toujours cette expression-là, ouvrir les États-Unis, un peu comme si c'était une conquête, si on partait de zéro, si c'était une vraie aventure. Est-ce que tu arrives à nous le raconter en quelques minutes ? Ça correspond à quoi l'ouverture de ce bureau ? Peut-être juste, je fais une aparté, on est dans ces magnifiques studios avec la vue sur le Bay Bridge, c'est ça ? C'est le Bay Bridge, ouais, qui va à l'est vers Oakland, Berkeley. Et on est hébergé par KT. Merci KT. Ouvert probablement ce bureau il y a quelques années. Absolument. Alors, qu'est-ce que ça représentait pour toi de faire ça pour BPI ? C'est quelle complexité ? Quel enjeu ? D'abord, pour être très honnête, il y avait un problème psychologique. J'avais un problème psychologique, c'était un syndrome de l'imposteur. C'est jamais facile de commencer une carrière sur une industrie que tu connais un tout petit peu, puisque ça faisait quand même 4 ans que je l'observais plutôt de près, mais j'étais pas du tout tech, je suis pas ingénieur, et pour être très honnête, à l'époque, je comprenais toujours pas grand-chose, ni au venture capital, ni à la tech. Je passais mes nuits à comprendre ce qu'on me racontait quand même. Comment tu faisais ? Tu lisais des blogs de VC américains, tu lisais des bouquins ? Je faisais semblant quand on me parlait, je faisais semblant de pas vraiment comprendre parce que ça se voyait que je comprenais pas trop. Mais je gardais une certaine tenue. Et en réalité, dans mon cerveau, je retenais tout ce qui m'était dit. Et le soir, je faisais des recherches pour comprendre ce qu'on me racontait. Il y avait pas je plaisante. Non, il y avait quand même Google, hein. Et heureusement, donc je plaisante, mais pas en fait. C'était vraiment ce qui s'est passé. Et puis, au bout de 10 ans, en étant très curieux, je suis devenu un vrai nerd. Je code depuis 3 ans, ce qui me permet d'accélérer mon apprentissage et ma compréhension des choses. Voilà, on s'y met, quoi. Il faut de la passion. Donc, il y avait cette première barrière psychologique, quand même, de passer des affaires étrangères à la tech en Silicon Valley. Et puis, le deuxième point, c'était le job, c'était de marketer la tech française, le marché français, essayer d'attirer, à l'époque, des VC américains,
dans un contexte compliqué. Hein. C'était un contexte où le gouvernement français... C'était l'époque où on avait refusé le rachat de Dailymotion par Yahoo. Je sais pas si Ouais, tu je me te souviens. souviens très bien. Ouais. Donc, vu d'ici, c'était la Corée du Nord. Vu d'ici, c'est pas, je porte pas une opinion sur ce coup d'éclat. On est dans un C'était contexte compliqué. post-pigeon, création de France Digital pour Euh, justement faire du lobby auprès du gouvernement, les débuts de la French Tech, vraiment, et c'est tout ça. début. Le premier marketing finalement un peu politique de Ouais. la France et de la tech française. Et donc, faut expliquer au VC qu'il se passe quelque chose dans la tech européenne et en France en particulier. Il faut essayer de les convaincre d'investir au cas par cas dans des boîtes qu'on soutient. Il faut les encourager à ouvrir à Paris. Il faut les encourager à investir davantage en France. Ils investissaient, mais tout petit peu. Et encore. Est-ce que, Donc ça, c'était compliqué. C'est ça, ouvrir un bureau aux États-Unis à l'époque. est-ce que dans ces 11 dernières années, à un moment donné, tu as senti la bascule et le fait que ces efforts-là qui ont été mis en place ont payé et un changement de dimension un peu de la tech française dans la perception qu'on pouvait en avoir. Et tu le donnerais en quelle année à peu près ce moment de bascule? Excellente question, Arnaud. 2000, c'est une affaire compliquée parce qu'il y a beaucoup de facteurs et ça s'étale un petit peu dans le temps, mais 2016, 2019, par là. Ok. On peut en parler pendant des heures, je suis pas sûr qu'on ait le temps. Ça bascule vraiment quand il y a des fonds. On peut donner l'expression américaine que signal fund, c'est-à-dire un fonds un peu Tier one, plus que ça, plus que ça, des fonds iconiques, les fonds que tout le monde regarde, les autres VC, comme les LP d'ailleurs. Les LP, c'est les bien gens qui sûr. investissent chez les VC. Toi, tu sais, je parle pour tes auditeurs. Voilà, donc quand tu as un Sequoia typiquement qui investit dans une boîte française, tu vois ce que je veux dire, un peu plus tard, Andreessen Horowitz, ça change tout. Ok. Ça change tout. Donc ça, c'est venu sur le tard. Hein. Là, on est... Andreessen, c'est encore plus tard, c'est encore plus récent. Moi, j'avais rencontré Marc Andreessen en 2013. C'était une semaine, 10 jours après l'affaire Dailymotion. Ça a été un massacre. Et je me suis fait massacrer. D'ironie et de moquerie. Écoute, je m'en souviens très bien. Je fais juste cette parenthèse très rapide. Moi, ma carrière de business angel, je la dois à la cession de Neo Telecom en 2014 à un opérateur américain qui s'appelle Zayo Group. Mmh. Et en fait, Neo Telecom a failli ne pas pouvoir être cédé parce que réseau de fibre des centaines de kilomètres dans Paris, des clients clés comme euh, les ministères, des sites un peu stratégiques. Et je me souviens d'avoir eu cette discussion avec Didier Soucher et Florian Dubois qui étaient inquiétés qu'il y ait un cas équivalent et qui soit pas en mesure de céder. Je referme cette parenthèse. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé ces dernières années entre la vélocité, l'agressivité des startups américaines? On l'a vu cette semaine. On a passé donc 7 jours sur la Deep Tech Week avec nos associés et l'émergence de ces startups européennes. Et quelles sont les startups européennes que tu as vues arriver ici, réussir, s'installer ici? Tu disais que tu avais une vague finalement d'entrepreneurs que tu côtoies, qui comme toi sont depuis 10-15 ans dans la Silicon Valley, qui s'y sont vraiment implantés. Mmh. Ça fait beaucoup de questions. Oui. Quelle est la question, Arnaud? La question, c'est qu'est-ce qui a changé dans les différences fondamentales entre les startups européennes et américaines? Et est-ce que tu penses concrètement que on peut faire jeu égal? Je vois Harry Stebbing qui dit que en Europe aujourd'hui on peut faire jeu égal, qu'on a des croissances aussi importantes que certaines des meilleures startups US. Est-ce que tu crois qu'on arrive à jouer dans la même ligue? C'est ça la question? Ouais. Super question. La réponse est compliquée. Est-ce qu'on peut faire jeu égal? Ça va être difficile. Alors, il y a une évolution extraordinaire en France, en Europe, mais on va se concentrer sur la France, si tu veux bien. Ce que je vois, ce qu'on voit tous aujourd'hui, le niveau des entrepreneurs, la masse des projets, des premiers succès quand même, beaucoup même. Bon, les progrès ont été considérables, il y a aucun doute. On peut en conclure que le gap se resserre entre le niveau de l'équipe France
et le niveau Silicon Valley. Je l'ai cru d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, peut-on faire jeu égal? Juste 2-3 observations rapides, mais je te dis, il nous faudrait des heures pour creuser le sujet. La réponse est en fait non, parce que d'abord, taille de marché. Je veux dire, le marché français, il est vu d'ici, et pour des boîtes tech, consumer, mais B2B, je veux dire, il n'y a pas photo, il n'y a pas de marché européen unifié. Et, alors que le marché américain, la réalité, c'est pas que le PIB est 6 ou 7 fois plus grand. C'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Moi, je vois en bottom-up, c'est-à-dire, tu fais une boîte B2B et tu vends à des clients qui, par exemple, font plus de 100 millions de revenus. Je pense que ta vie ne suffit pas à épuiser le marché américain, parce que tu en auras des dizaines de milliers de clients potentiels. Donc même si tu scales tes ventes, whatever, tu n'arriveras pas 30 ans plus tard à épuiser tout le marché, avoir un monopole, c'est pas possible. Le marché est infini aux États-Unis, premièrement. Deuxièmement, la grande différence quand même, c'est que l'environnement des entrepreneurs ici en Silicon Valley, c'est la même chose à New York, mais quand même dans une moindre mesure, même si New York a explosé, c'est fantastique ce qui est. Mais l'environnement des entrepreneurs, les gens qui les entourent, les gens au board, les VC, on va longuement parler des VC, Ouais, beaucoup de bien choses à sûr, dire. c'est ce que j'allais te dire. Mais les autres entrepreneurs, tous les gens qui ont de l'expérience, et l'expérience du scale. Cet environnement-là, qui aide les entrepreneurs au quotidien, les entrepreneuses. Mais c'est juste, il n'y a pas comparaison. C'est juste, vous êtes arrivé samedi, tu m'as dit. Bon, tu vois, en bas, il y a un café, là. Honnêtement, tu vas dans le café en bas, là, et on n'est pas dans le cœur du cœur de San Francisco. Tu demandes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà scalé une boîte de 10 à 100 millions de revenus? On fait le pari, si tu veux, Ouais, on ira fait après. pareil, on y va après. Ouais. Je pense que t'as 3-4 mecs qui vont lever la main. Bah, fais-le dans un Starbucks, dans le 18e à Paris, t'auras pas grand monde. Bien sûr. C'est ça la différence. Et puis, dernier point, et je pense que c'est le plus important, et je pense qu'il faut qu'on l'ait bien en tête. Moi, je trouve que le niveau des bons entrepreneurs américains que je vois là, depuis 2-3 ans, sur le nouveau cycle qui s'ouvre, les AI, c'est pas les mêmes. Donc là, danger pour la compétition vue de France, parce que sur le premier cycle, je vais essayer d'être clair, sur le premier cycle, allez, 2008-2020, en gros, mobile, cloud, tout ce qui s'est passé. En fait, quand tu regardes bien en B2B, consumer, c'est autre chose. Tu peux avoir 2 ans et faire un truc par miracle, ça peut marcher. Bon. En B2B, souvent, c'était des first-time entrepreneurs, les Américains. Donc, tu regardes toutes les boîtes iconiques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, c'était quand même leur première boîte. Et puis, ils avaient, en moyenne, 2, 3, 4 ans d'expérience, un peu chez Meta, enfin Facebook à l'époque, Google, etc. Bon. Aujourd'hui, moi, les bons entrepreneurs américains, il y a beaucoup de mauvais, chez la crème de la crème américaine, là, tu es sur des types qui ont déjà fait une IPO. Tu es sur des types qui ont déjà vendu 2-3 fois des boîtes à 100, 500, 800, 1 milliard. Tu es sur des types qui ont 15, 20 ans d'expérience chez Amazon, qui ont fait toutes les boîtes. Ils arrivent sur le marché, là, ils ont 45, 47 ans. Oui, donc ils ont 15, 20 ans devant eux, où ils vont... Ils ont une expérience de dingue. Ils mettent de leur poche dans le site. Moi, je vois des trucs de... Ils peuvent... toutes les équipes les suivent. Donc, quand ils font de la boîte, ils sont déjà 40. Ils ont ramené toute l'équipe de Google Analytics, toute l'équipe de chez AWS. Donc, le niveau moyen, chez les très bons, le niveau moyen est très largement supérieur au niveau moyen de leurs ancêtres, si je puis dire, c'est-à-dire des très bons entrepreneurs de l'époque, des années 2010. Ça s'accélère, en fait, ça compound. C'est la même chose en France, Bien sûr. Bien sûr. Mais ça compound, t'as dit le mot. Et donc, comme ici, c'est quand même la Mecque, le compound est plus violent. Donc, le niveau en France est exceptionnellement bon, et il n'a rien à voir avec ce qu'il y a 10 ans, mais attention, le niveau ici aussi, il a fait x10. Sans aller chercher la petite phrase, c'est pas du tout l'esprit du podcast OVNI. J'en ai pas, de toute façon. C'est un peu facile quand on est venture capitaliste de parler du niveau des entrepreneurs, sans balayer devant sa porte. Bien sûr. Je te disais avant d'enregistrer que c'était mon obsession, en fait, depuis que j'ai créé cette société de gestion avec mes associés, de me remettre en question et de me dire comment on fait, nous, pour être les meilleurs, pour créer de la valeur pour les entrepreneurs. Et en fait, on ne peut pas ne pas s'appliquer à soi-même ce qu'on demande de faire à nos boîtes. C'est-à-dire être très internationaux, avoir un réseau, savoir le leverager, etc. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi un bon VC dans la Silicon Valley? Et c'est quoi les
les fonds de VC avec lesquels tu es les plus connectés. Voilà, si je reprends ce que m'ont dit des équipes de BPI avant de partir, ils m'ont dit, il y a 2 ans, Romain nous a fait faire un tour des principaux GP et c'était hyper instructif. Voilà, en tant que venture capitaliste, jeune venture capitaliste, qu'est-ce que je peux venir apprendre d'ici et c'est quoi qu'est-ce qui fait un bon VC ici à San Francisco? D'abord, il n'y en a pas tant que ça. Juste pour casser un mythe, parce que ça fait 15 ans que je l'entends de la part d'entrepreneurs français. Ouais, en Europe, ils sont tous nuls, les États-Unis sont tous bons. Ouais, faut arrêter avec ça. Il y a des très bons en Europe. Et ici, je te garantis, il y a beaucoup de VC qui sont minables. Premièrement. Deuxièmement, il y a, tu peux classer, en fait, on dit souvent tier 1, tier 2, tier 3. Il y a peut-être une autre façon de voir les choses, c'est d'appliquer le principe des marques, du branding, qu'on applique au luxe ou au consumer goods en général. On peut l'appliquer parfaitement au VC. C'est-à-dire que tu as des marques de luxe, les LVMH, les Dior du venture. Il y a 4-5 firmes. Sequoia, Andreessen, Axel, Benchmark, Khosla probablement. C'est tout. Il y a ensuite des premium brands, l'équivalent de Nike en fait. Donc ça c'est le reste du tier 1. Et puis il y a tout le reste. Il y a aux États-Unis 4000 fonds d'investissement dans venture, 12 000 partenaires. Ça fait du monde, hein. Pour donner les chiffres, je t'interromps, désolé. En France, il y a à peu près 600 sociétés de gestion, mais il y en a une grosse partie, probablement 400, 450 sur de l'immobilier, sur autre chose que du venture. Et je pense que sur des fonds capital risque, sociétés de gestion, c'est entre 50 et 100. Hein. Ouais, ça reste une industrie relativement nouvelle, en fait. Ici, ça fait 70 ans. Bon, donc, les marques de luxe, il y en a quand même très très peu. Alors, si je reviens sur ta question, donc, qu'est-ce qui fait les marques de luxe? Compliqué comme question. Tu n'as que des questions compliquées, je crois, Arnaud, là. Alors, je te les avais envoyées un peu à l'avance, même si elles sont toujours aussi compliquées. Mathieu Stéphanie m'interdit de le faire. Hein. Il me fouette à chaque fois que je le fais. Il a peut-être raison. Bon, pour le rassurer, j'ai pas vraiment préparé. Je crois que... Il n'écoute pas. Il n'a pas le temps d'écouter. Non, il y a pas mal de sujets. Je dirais la clé, c'est quoi? D'abord, c'est la façon de dire non. Tu le sais, t'es VC. Ton boulot, c'est de dire non. Tu dis non à ce qui est pour l'entrepreneur ou l'entrepreneuse le projet de sa vie. Je veux dire, c'est chargé émotionnellement. C'est très dur. C'est très dur de dire non. En plus, toi, t'es en pré-seed seed, si je me trompe pas. Quand tu fais du late stage, tu dis non parce que tes chiffres sont mauvais. En early stage, tu dis non parce que, en fait, tu crois pas aux founders eux-mêmes. Donc, quand tu dis non, quand t'es VC, t'es en train de dire quand même à l'entrepreneur, t'es pas bon, mec. Et ça, c'est très, très dur. Donc, les très, très bons VC, ils savent dire non. C'est-à-dire, ils savent d'abord le dire vite. Honnêtement, je dînais hier avec un GP, qui est un copain, de Foundation Capital, à Woodside, à Chou. On parlait de ça, on parlait de plein de choses, mais... Et lui, il me dit, moi, je dis non on the spot, dans le meeting. Direct. J'adore. Comme ça, parce que je parle de lui parce que je le mets parmi les très bons. Donc, savoir dire non, sur le fond comme sur la forme. Très difficile, les meilleurs savent le faire. Ensuite, deuxième réponse, parce que vraiment, j'y crois, en fait. En fait, j'ai un peu préparé, j'ai réfléchi depuis 3 jours à ta question, qui est pas simple. Au fond, je vais te surprendre. Les VC, le risque chez les VC, c'est de devenir imbuvable et cynique. C'est un risque structurel. Parce que tu vois toujours le verre à moitié plein. Parce que quand tu marches bien, donc on va parler pas des mauvais, des bons, hein. Ils ont de l'argent quand même. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ou 30 ans de carrière, ils ont un certain succès. Et donc, ils ont fait de l'argent d'un côté, et puis de l'autre, c'est la réalité, ils voient quand même chaque jour, pendant 20 ans, des projets pas bons, quoi. Et des gens se crachaient dans lesquels tu as cru. C'est-à-dire que tu as été optimiste et puis tu as cette désillusion. Oui, il y a cette désillusion, mais surtout, tu as un énorme cargo là, regarde, c'est incroyable. C'est important, ça vient de la Chine, là. C'est-à-dire que ça revient de Chine quand même. Hein. On aurait pu faire un clin d'œil à Rodolphe Saadé, mais c'est pas ces cargos-là. C'est majeur, ça revient. Ça, c'est un autre sujet. Donc, tu vois quand même pendant toute ta vie des projets pas bons, avec des gens qui sont franchement pas toujours très bons quand même. Et en même temps, tu as plein d'argent. Donc, le cumul des deux fait que tu peux très rapidement devenir totalement cynique et imbuvable. Tu as réussi, et tous les projets que tu vois venir, de toute façon, c'est nul, c'est mauvais, etc. Et donc, les très bons VC, c'est ceux qui gardent leur curiosité, le respect absolu de l'entrepreneur, qui ne deviennent jamais cyniques, et qui restent optimistes. Eh ben, ils sont pas nombreux.
Voilà ma réponse. Merci beaucoup, très inspirant. On essaye de faire des formats courts, je t'en ai parlé. Dans le Mathieu, podcast, là? ouais, Mathieu a sa spécialité des formats longs et donc nous, on a pris ce parti du format court. Il me reste 2-3 questions. Tu m'avoues que tu codes depuis 2-3 ans. Ouais. On n'a pas encore beaucoup parlé de BPI France, on va y venir. Pourquoi tu codes? Qu'est-ce que l'IA change au quotidien dans ton métier? Dommage que ce soit un Voilà. format court, parce que c'est mon sujet favori. C'est pour ça que je code. Allez, on peut rester un peu plus longtemps, mais Pourquoi je code? ouais. D'abord, je te parlais tout à l'heure quand j'ai ouvert ce bureau de BPI France, le syndrome de l'imposteur. J'ai très rapidement compris que les ingénieurs, l'ingénierie, les maths, la physique, la science, c'était chouette, et ça permettait quand même de changer le monde. Donc j'ai eu une frustration considérable de pas savoir coder, entre autres. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai une théorie. J'ai beaucoup de théories, elles sont souvent absurdes, mais j'en ai une, je m'y tiens. Je pense qu'il y a 3 facteurs de libération de l'être humain. Je suis sérieux, hein, j'y crois vraiment. C'est l'état de droit, les droits de l'homme et le logiciel, comme élément libérateur de l'homme et de la femme. Et donc, je me mets à coder. J'ai appris le Python et puis il y a eu l'IA depuis, on va en parler. Et donc je fais des choses de plus en plus compliquées, encore ce matin, et ça me libère, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui me passe par la tête, bah, ça peut prendre forme et Tu ça peux le peut... créer. Tu as un côté créatif, tu as un créateur, un builder, ouais. Bah, je pense, ouais, la preuve. Et en fait, l'IA, ça rend ça accessible et possible pour tout le monde. C'est la magie absolue. Alors pour tout le monde, je sais pas. Pour les gens qui veulent, en tout cas. Pour les gens qui veulent, faut être motivé quand même. Faut être motivé. C'est-à-dire que je me souviens, mon premier été, alors mon épouse n'était pas contente parce que c'était 18 heures par jour en plein mois d'août, tout le mois d'août. Donc je me tapais la tête contre les murs, je débuguais en permanence. J'ai commencé fort, j'ai commencé par faire un RAG. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, ça me parle, mais je veux bien. Ça me parle, mais de toute façon, je serais pas capable de l'expliquer en détail. Donc, et pour les gens qui nous écoutent, je pense encore moins. Ouais, c'est une IA qui repose sur une knowledge base, sur une base de contenu. Et quand tu lui poses des questions, il y a zéro hallucination parce que elle va aller chercher dans le contenu que tu as créé, je fais simple, hein, tous les éléments de contexte pertinents pour pouvoir faire la réponse possible à ta question. Donc, dans un venture capitaliste, le cas d'usage, c'est tu prends ma boîte mail, 10 ans en tant qu'investisseur business angel, tu prends tous les decks, toutes les boîtes à qui j'ai dit non. Tu fais beaucoup mieux que ça. Tu fais beaucoup mieux que ça. Ouais, alors, je te dis ce que j'ai fait. C'était le premier truc que j'ai fait. Et ça tourne encore, toujours. Maintenant, c'est... le système que j'ai fait va chercher tous les soirs à minuit, en fait, tout ce qui est dit, écrit et parlé, enfin dit, dans les podcasts, dans des blog posts, sur les websites, d'une à peu près 120 sources que j'ai sélectionnées, qui sont les gens les plus intéressants et de la tech. Donc, par exemple, le podcast de Reid Hoffman, Master of Scale, le podcast de SaaStr, donc toutes les interviews de CEO, il publie quasiment tous les jours. Les sites web, Andreessen Horowitz, c'est un média, donc il y a une mine d'or de contenu. Tout ça est nourri chaque jour, automatiquement, à minuit. Ma knowledge base, donc qui tourne depuis maintenant 2 ans. Et un système comme celui que je viens de te décrire te permet quand tu lui poses une question, par exemple quand on analyse une boîte, tu peux avoir des questions soit très techniques, soit stratégiques, soit tactiques, toutes sortes de questions, n'importe quelle question qu'un VC ou un entrepreneur peut se poser. Et c'est comme, pour faire simple, c'est comme si Marc Andreessen te répondait. Voilà ce que j'ai construit. L'idée étant d'avoir une espèce d'associé. T'as un associé, t'as des associés dans ton fond. Bah, t'as le meilleur associé du monde. Juste parce qu'il écoute, lit tout ce que les meilleurs du monde disent dans la tech, et surtout, il se souvient de la moindre virgule. Écoute, à la fois, je suis ravi que tu l'expliques. À la fois, je t'en veux un peu parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts par Julien Coulon après cet épisode, parce que ça fait 6 ou 12 mois qu'il nous pousse avec Augustin, Thomas et désormais Marie à vraiment beaucoup plus investir dans nos outils tech.
On l'a fait avec un logiciel que tu dois connaître qui s'appelle Affinity.co au début de la société Bien de sûr. gestion. Pour CRM. Avant même, si tu veux, avant même l'agrément, ce que je raconte, c'est qu'on a mis 8 ou 10 000 euros, j'ai payé avec ma holding pour avoir ce logiciel-là et pouvoir mapper finalement nos réseaux relationnels, etc. Ça a été très utile, mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on passe à cette V2. Augustin geek pas mal aussi. Il a fait des trucs notamment, tu sais, pour rassurer les fondateurs sur la term sheet. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai stress quand on envoyait les term sheets aux fondateurs, notamment chez les primo-entrepreneurs. Et il a sorti un petit outil qui s'appelle Build Your Own Term Sheet et qui permet justement de expliquer, faire de la pédagogie et donner un référentiel aux entrepreneurs. Au cours de ces 11 dernières années, c'est qui les entrepreneurs et quelles startups qui t'ont le plus inspiré et avec qui tu as des liens, enfin, si tu devais en retenir une ou deux? Il y en a beaucoup. Je suis admiratif des entrepreneurs. D'abord parce qu'à leur âge, pas qu'à leur âge, mais encore aujourd'hui, j'aurais ni leur courage, ni leur ténacité. Je suis amoureux fou des entrepreneurs. Faut être fou pour être entrepreneur. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne comprennent pas la difficulté, la douleur que c'est que de monter une boîte. Qu'elle marche ou qu'elle échoue. C'est peut-être encore plus douloureux quand ça marche. Ouais, oui. Non, et puis il y en a pour 15 ans. Ils pleurent du matin au soir. Enfin, c'est bon, voilà. Donc beaucoup m'ont inspiré. J'ai un faible pour... j'en ai tellement. J'ai toujours eu un faible pour Mathilde Collin et Front. Tu m'as demandé de les citer, donc... Parfait. La boîte qui m'inspire le plus, sans grande surprise, après ce qu'on vient de se dire, c'est Cursor. Tu peux décrire aux auditeurs de ce podcast qui est Cursor, ce qu'ils font parce que... Cursor, c'est un environnement de code, mais intelligent. Et donc, en langage naturel, tu peux demander à Cursor, donc c'est un environnement dans lequel tu codes, il y en a d'autres. Mais contrairement à ce qui existait jusqu'à présent, tu lui demandes en anglais, en français, en langage naturel, tu lui demandes ce que tu veux faire. Et il va le coder pour toi. Alors, on appelle ça le vibe coding. C'est-à-dire, tu peux coder sans savoir coder. Ça a ses limites. Il y a un moment, il faut comprendre ce qu'on fait quand même. Et puis, quand tu veux faire quelque chose et que tu le rends public, il faut maîtriser les questions de sécurité, de scale, etc. Donc, il y a un moment, il faut quand même progresser. Mais c'est juste magique. Donc, ça veut dire que Cursor, tu peux mettre l'outil entre les mains de ton enfant de 5 ans ou ta grand-mère, avec un tout petit peu d'effort, mais qui n'a rien à voir avec le coding d'il y a à peine 3 ans. Ils peuvent créer absolument ce qu'ils ont envie de créer. Excellent. Donc, j'avoue que là, c'est... ouais, voilà. Et puis, pour finir, tu m'en as demandé 2-3, donc on va aller sur 3. Chez les Français qui sont installés comme Mathilde avec Front, il y a longtemps maintenant, mais aussi chez les Français qui ont une aventure américaine, Loft Orbital, avec Pierre Damien. Si tu expliques en quelques secondes ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils sont dans le monde des satellites et ils se positionnent aujourd'hui comme l'AWS de l'espace. C'est-à-dire mettre des data centers qui computent dans l'espace, depuis l'espace. Donc c'est les Français, la boîte est complètement américaine, elle a été créée à San Francisco, ils ont ouvert aussi à Denver, et ils ont voulu aller à Toulouse. PPI France, on les a beaucoup aidés, et je crois qu'ils sont plus d'une centaine maintenant à Toulouse. Ils ouvrent même une usine aux Émirats Arabes Unis actuellement. Excellent. Très belle aventure. Et humainement, ils sont extraordinaires. Si on essaye de conclure cet épisode sur BPI France, c'est une très bonne conclusion. Je te confiais que j'ai été supporté moi par BPI à 2 étapes de ma carrière. Une première fois par le fonds French Tech Accélération, quand j'avais un accélérateur, incubateur de start-up, et plus récemment par le Fonds national d'amorçage, dans le cadre de ce fonds OVNI. Tu représentes cette entité depuis 11 ans dans la Silicon Valley. Comment ta feuille de route elle a évolué en 11 ans? Quels sont tes challenges aujourd'hui? Parce que j'imagine que
bon, bah, finalement, tu es aussi un peu comme un VC. Tu vois, moi, je viens de finir un premier cycle que je te racontais, Business Angel, incubateur, je deviens VC, j'ai fait des exits, j'ai fait des erreurs, j'ai appris durement, je l'ai payé cher. Euh, Toi, tu as fait un cycle aussi quasiment complet, là, en 11 ans dans la Silicon Valley. Entre ton mandat initial il y a 11 ans Ouais. et ton mandat aujourd'hui, comment on pourrait conclure et donner des perspectives sur le rôle du représentant Mm. de BPI dans cette magnifique baie de San Francisco? Ouais. Super question. Quand j'ai commencé, le l'un des éléments clés de la mission, c'était comme on le disait, de convaincre, les VC américains de s'intéresser au marché français et de commencer à y mettre les pieds et donc à investir en France. Ça, c'est gagné, hein. Le marché, il y a des cycles, il y a des hauts, il y a des bas, mais cette bataille-là est derrière nous et donc c'est plus vraiment le cœur de ma mission. Maintenant le challenge, tel que je le vois, c'est dans le soutien aux boîtes françaises qui veulent, se développer comme tes boîtes à toi chez OVNI, qui veulent se développer sur le marché américain et là, après, plus de 15 ans ici maintenant, dont 11 pour BPI France, le 1er sujet quand même malgré tout, dont on parle jamais en France, c'est un sujet culturel, c'est notre, je vais dire le mot, mais bon, on n'est pas bon en storytelling. Quand j'en parle, je cherche même plus à j'ai pas vocation à être prof de storytelling, même si c'est un sujet qui m'intéresse. On n'est pas loin d'Hollywood ici, hein. Et donc c'est le même sujet. Au passage, Silicon Valley et Hollywood, c'est la même chose. Tu parlais des VC, là-bas, ils appellent ça des producteurs. Mais on n'est pas loin et je me suis longuement intéressé au sujet, donc j'ai beaucoup parlé avec des scénaristes d'Hollywood. Il y a une part d'art, bien sûr, mais c'est aussi une science, il y a des règles que les Américains maîtrisent parfaitement parce qu'ils les apprennent dès l'âge de 3 ans. Pas nous. Heu et donc mon sujet, c'est pas tant de transmettre ce que j'apprends moi ici, j'en suis même pas là et c'est ça mon point final. Mon problème, c'est que en moyenne, hein, je parle toujours en moyenne. Bien sûr, il y a des Français qui ont compris ça et qui sont très, très bons. Mais le fait de comprendre que c'est important, c'est déjà une victoire et j'en suis même pas là. J'explique aux entrepreneurs, franchement, on va commencer déjà par le storytelling, c'est-à-dire les règles pour engager les gens, le VC que tu vas demander son argent, le talent que tu veux recruter, le client que tu veux choper. Tout ça, c'est du storytelling, uniquement du storytelling. Et donc, on me dit, oui, mais c'est du bullshit à l'américaine, ça. Et ma conviction, c'est que même dans la langue française, c'est dire que c'est profond dans notre DNA. Raconter une histoire, ça veut dire mentir. Donc, quand tu dis aux Français, il va falloir raconter une histoire, ils te répondent, et c'est tout à leur honneur, mais je veux pas mentir. Et donc, ça va être dur. C'est culturel et c'est très profond. Il faut comprendre que le storytelling, on ne peut pas venir, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent attaquer le marché américain, s'ils font pas un effort sur le storytelling, malheureusement, je le dis gentiment, mais ils n'auront aucune chance, aucune. Donc c'est un énorme sujet, peut-être pour un prochain podcast. Écoute, c'est un sujet qui me fascine, dans le sens où moi, je viens de la communication. Avant d'être investisseur, j'ai un background musique événementielle communication et j'ai toujours été profondément convaincu de cet enjeu de façonner une image de la société dont tu es le fondateur, dont tu es un des salariés, peu importe, hein, qui soit bien plus grande que la réalité de la société. Si je te donne un exemple de mes faits d'armes dont j'étais fier il y a une quinzaine d'années, c'est moi je suis arrivé dans cette boîte dans les télécoms il y a 15 ans et ils avaient 20 articles dans la presse par an et 2 ans après ils en avaient 250. Ils étaient dans Le Monde, dans l'AFP et c'était devenu un opérateur tendance. Et quand tu as une belle marque, que tu es l'opérateur tendance, bah, ça facilite les ventes de tes commerciaux. Donc non, moi c'est un argument et c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Et on a fait le démodé à Paris avec nos startups, etc. en mai. Et la réflexion qu'on a eue avec l'équipe OVNI en étant cette semaine à San Francisco, c'était de se dire que nos boîtes sont bien, mais que par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, on allait investir en media training et en storytelling. Donc, Bravo. c'est peut-être une belle conclusion. Un livre que tu as lu qui t'a marqué et le conseil que tu donnerais à Romain Sermon il y a 15-20 ans que tu aurais voulu que quelqu'un te donne?
Un livre qui m'a marqué, c'est la biographie de Jim Simons, The Man Who Solved the Market. En français, On mettra le lien dans le l'épisode. type qui a réglé le problème de marché. C'est l'histoire du fondateur de Renaissance Technologies, qui est un hedge fund, qui a révolutionné le monde de l'investissement, puisque c'est le premier à avoir considéré que les modèles algorithmiques sont de meilleurs investissements que les humains. On revient sur ta question qui m'obsède, hein, mais là j'aurais beaucoup de choses à dire, mais le podcast est trop court, qui est l'utilisation de la tech pour investir, qu'on soit hedge fund ou qu'on soit venture capital. Donc je recommande à commencer par tous les VC français de lire la biographie de Jim Simons, qui est décédé l'année dernière, qui est un mathématicien américain. Voilà, j'adore. Et la deuxième question... Le conseil que Romain tu aurais Simons, aimé qu'on te donne il y a 15, 20, 30 ans. Launch, construis. Te pose pas de questions, build. Merci Romain, je suis vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance ici à San Francisco. Avec plaisir, moi aussi, ravi de t'avoir rencontré. Cette vue magnifique. Et reviens. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit avec toute l'équipe, et on va revenir régulièrement pour nous, pour nos sociétés. On va s'appliquer tous les conseils qu'on vient d'évoquer dans ce podcast. À bientôt tout le monde, merci de nous suivre sur ces épisodes d'OVNI et d'être toujours aussi nombreux à nous faire vos commentaires. C'était quelque chose un peu à l'arrache, je t'en ai parlé, Romain, qu'on a lancé avec Mathieu et toute l'équipe il y a 18 mois, et puis ça devient un vrai plaisir, un vrai rendez-vous, je pense, pour tous les membres de l'équipe. À bientôt.